Namasté et bienvenue sur Sadhana Chronique. Je suis Claire, professeure de yoga intégral et je t'accompagne pour réduire les effets négatifs du stress grâce à tous les outils du yoga. Namasté et bienvenue dans ce tout premier épisode de Sadhana Chronique. Je suis très contente de vous retrouver, de te retrouver aujourd'hui dans ce premier épisode du podcast qui, je l'espère, durera le plus longtemps possible. Donc aujourd'hui, je voulais parler du yoga en général. Alors j'ai intitulé cet épisode le yoga pourquoi, pour qui. Donc c'est un petit peu ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Et on va partir du yoga aujourd'hui. Alors, la vision que les gens ont du yoga aujourd'hui, c'est principalement ce côté sportif. Et j'entends très régulièrement que le yoga c'est du sport, que ça fait transpirer, que c'est difficile, et qu'en plus il faut être souple pour faire du yoga, ou être fort, voilà, ce genre de choses. Alors ça, d'où ça vient? Et ça vient en tout premier de ce côté postural, des postures de yoga. Donc en gros, je déroule mon tapis, je fais des postures, des acrobaties, je me tords dans tous les sens, j'ai transpiré un bon coup, je suis fatiguée à la fin, et voilà l'image du yoga qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors c'est vrai, le yoga aujourd'hui a une forme posturale, physique, par le fait de ses postures. On retrouve différents styles de yoga d'ailleurs, donc il y a le Hatha Yoga, le Vinyasa, le Ashtanga Vinyasa, le Yin, le Hot Yoga, et j'en passe, il y en a beaucoup. Il y en a des nouveaux. Voilà, là je viens de citer les types de yoga posturaux principaux. Ce sont en général, quand on dit le mot yoga, une grande partie des gens pensent à tout ça. Et d'ailleurs, peut-être que toi aussi, si tu as commencé le yoga, tu es arrivé par ce biais, par le biais des postures. En tout cas, c'est mon cas. J'ai commencé le yoga il y a 7 ans et demi maintenant, si je compte bien, ou 6 ans et demi. Voilà, alors je voulais être plus zen, je voulais être moins anxieuse, je voulais être mieux dans ma peau. Et quand j'ai vu des postures avec des nanas incroyablement souples, je me suis dit oh, mais moi aussi je veux faire ça. J'avais 26 ans ou 25 ans et je me suis dit allez, mon corps peut le faire, j'ai encore un peu de marge. Aujourd'hui j'ai 32 ans et je suis très loin de faire ce qu'on peut voir sur des photos. euh, pour plein de raisons différentes qu'on abordera peut-être dans un autre épisode. Donc le yoga a cette image de posture de sport, mais le yoga a aussi cette image de je m'assois en tailleur ou les pieds sur mes cuisses et je médite. Donc ça, c'est une image aussi très liée au yoga, et notamment parce que c'est un peu l'objectif du yoga en fait, d'atteindre cet état de méditation intense, profond, un état en fait qu'on ne connaît pas ou presque pas dans notre quotidien. Mais j'y reviendrai plus tard. Et donc le yoga, c'est aussi un nombre de choses incalculables et que je vais un petit peu énoncer aujourd'hui. Donc partons des choses très simples. Dans le yoga, on a aussi tout ce côté respiration, des exercices respiratoires qui viennent réguler notre souffle et apaiser le mental.
en réalité, ce sont des exercices de respiration traditionnellement qui sont mêlés à des temps de rétention du souffle, donc poumon plein ou poumon vide, et ce sont les, entre guillemets, vrais exercices de respiration traditionnels. Et on a aussi toute cette partie concentration. Alors aujourd'hui, ce qu'on appelle en fait de la méditation, ce n'est rien d'autre que des exercices de concentration. Parce que la méditation, c'est un état, c'est le résultat de tout ça. Donc il y a, voilà, c'est juste une différence de mots. Mais quand on dit je vais méditer, en fait, c'est je vais me concentrer. Ça peut être je vais me concentrer parce que j'écoute une méditation guidée. Donc je me concentre sur la voix qui me raconte quelque chose, qui m'indique quoi faire, quoi penser, sur quoi me concentrer. Ou ça peut être des concentrations visuelles sur par exemple la flamme d'une bougie. Ça c'est un exercice très 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 ancien et qui a fait ses preuves en termes d'efficacité. Donc maintenant j'aimerais aborder les origines du yoga. Alors tout ce que je viens de mentionner jusqu'à présent, les postures, la respiration, la concentration, la méditation, tout ça vient principalement de Hatha Pradipika, qui est un texte ou une compilation en fait de textes plus anciens qui a été rédigé au XVe siècle par Swatmarama. Donc c'est un texte assez ancien. Et les postures sont apparues à peu près à cette période-là. Mais elles n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de postures qui ont été créées, modifiées, adaptées. Donc, c'est un texte très important et qui a donné les bases au yoga d'aujourd'hui, finalement. Mais il faut savoir qu'avant cela, il y a eu de nombreux textes et de nombreux courants. Comme par exemple le tantra, à qui on doit aussi beaucoup dans notre pratique du yoga aujourd'hui. Alors le tantra, qui date du 5e, 6e siècle à peu près, n'a rien à voir avec le néo-tantra dont on entend beaucoup parler aujourd'hui de manière assez péjorative. En fait, ce néo-tantra n'est autre que des déformations et des mauvaises interprétations du tantra de l'époque. Par exemple, les chakras tels qu'ils ont été exposés et utilisés dans le tantra de l'époque n'ont rien à voir avec les chakras d'aujourd'hui. Vraiment rien à voir. L'objectif n'était pas le même, la manière de les utiliser n'était pas les mêmes. Donc c'est bien de le savoir, à mon sens, quand on étudie le yoga, quand on s'intéresse à ce sujet et quand on veut pratiquer un peu toutes les facettes. Et alors je vais pas rentrer dans le sujet des chakras aujourd'hui. Ça mériterait un autre épisode un petit peu long, mais sachez que tout ce qu'on trouve dans les livres aujourd'hui sur les couleurs, tout ce qui est associé à chaque chakra n'est en fait qu'une invention du XXe siècle. Voilà, ça c'est dit dans le premier épisode, bim, ça tombe. En tout cas, il faut savoir que Tantra à l'époque a été vraiment très important puisque c'est à ce moment-là que l'énergie féminine a vu un peu son entrée dans la vie de l'hindouisme, si je peux dire. Et en réalité, l'objectif du tantra était d'occuper le mental au maximum avec beaucoup de choses, comme des cérémonies très codifiées, très complexes, qu'on appelle puja ou havan, ou bien des exercices de respiration, des exercices posturaux. Et l'objectif était d'occuper le mental au maximum pour que celui-ci ne divague pas et ne puisse pas penser à tel problème, à qu'est-ce que je vais faire demain, ou ce genre de choses qui occupent notre mental beaucoup aujourd'hui.
Ce qui me fait arriver à un autre texte que l'on connaît beaucoup plus dans le yoga aujourd'hui, ce sont les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras de Patanjali, qui sont en fait un recueil de courts petits vers divisés en 4 chapitres. Et dans ces 4 chapitres, on a les 8 étapes qui doivent nous mener vers l'illumination. Ce que Patanjali appelle Kaivalya et ce que l'on appelle principalement dans le yoga Samadhi. Donc ici, on les connaît, hein, les 8 étapes, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana et Samadhi. Si vous ne les connaissez pas, ne vous inquiétez pas, on en reparlera très prochainement ici. Et là encore, ce texte a été déformé. Et je vois beaucoup de professeurs sur les réseaux qui veulent en réalité adapter tous ces conseils à nos modes de vie, en fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces textes ont été écrits pour principalement des ascètes. Donc des ascètes, ce sont des personnes qui sont retirées du monde, qui vivent sans famille, sans possession, qui parcourent un peu à la manière de nomades, mais seuls, les routes, et qui veulent complètement se retirer du monde matériel pour se concentrer sur de la méditation et atteindre l'illumination et faire en sorte que leur âme ne se réincarne plus après la mort. Et donc les Yoga Sutras ont été écrits pour ces personnes-là. Alors quand on dit ça, ça semble évident que c'est impossible pour nous d'appliquer les Yoga Sutras dans notre vie, en fait. Bien sûr que l'on peut dire « je souhaite être moins violent »,« je souhaite être propre »,« je souhaite acheter moins de choses pour que mes sens aillent moins vers l'extérieur », je souhaite avoir des moments de calme pour que les sens soient ramenés à l'intérieur. Bien évidemment que l'on peut toujours faire quelque chose suivant des conseils de Patanjali, mais on ne peut pas adapter entièrement, ce n'est pas possible dans notre société actuelle, ce que Patanjali dit dans les Yoga Sutras, dans nos vies actuelles. Et d'ailleurs, je voudrais vous mettre en garde contre les personnes qui vous disent qu'elles peuvent vous amener à cet état d'illumination, cet état qui n'est même pas descriptible finalement, puisque la plupart des personnes qui atteignent cet état ou qui ont atteint cet état n'en reviennent pas, et celles qui en reviennent ne nous ont pas dit à quoi ça ressemble. Ça reste très 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 secret. Donc je vous mets vraiment en garde. J'ai déjà rencontré des enseignants qui m'ont dit mes élèves ont atteint ces états grâce à mes cours, grâce à ceci, grâce à cela. Non, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, pendant mes formations en Inde, on nous l'a dit, les Indiens nous l'ont dit, ce n'est pas possible, il faudrait aller vivre dans la montagne seul. Et encore, c'est pas sûr qu'un jour on va atteindre l'illumination, grosso modo. Donc voilà, attention aux vendeurs de promesses et à l'ego spirituel aussi, ça arrive très très fréquemment malheureusement. Donc si je dois résumer pour le moment ce début de podcast, on a parlé du yoga postural, on a parlé de respiration, de méditation et puis des origines du yoga. Donc Hatha Pradipika qui signifie lumière sur le Hatha, qui est un texte très très important du XVe siècle. On a parlé de Tantra et de
des Yoga Sutras de Patanjali. Alors il y a une toute autre facette du yoga dont on entend très très peu parler, à moins d'être vraiment beaucoup plus penché du côté spirituel, c'est le Vedanta. Alors Advaita Vedanta, qui signifie le Vedanta non duel, a été réintroduit au 8e siècle par Adi Shankaracharya. Donc c'était un enfant qui, qui était illuminé, si on peut dire, très 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 jeune. Et il a, au moment en fait où l'Inde était sous influence bouddhiste, il a parcouru l'Inde plusieurs fois pour concrètement convertir les gens et les moines principalement au Vedanta. Et pour revenir en réalité aux sources des Védas. Alors que dit Advaita Vedanta? La théorie d'Advaita Vedanta est que il n'y a pas de dualité et que nous sommes la création, nous sommes le divin, nous sommes cette source. En fait, cette source est en nous, plus dans ce sens-là. La source de notre création est en nous et que finalement, notre corps n'est qu'un costume. Ça, c'est une métaphore très très belle de Bhagavad Gita. Notre corps n'est qu'un costume et à la mort, on va retirer ce costume pour ensuite se réincarner et en porter un nouveau. Et donc dans cette branche, entre guillemets, du yoga, pas de posture ou ce genre de jolies choses, mais vraiment un message spirituel très très fort. Et c'est quelque chose de passionnant si vous avez l'occasion de lire des textes à ce sujet, je vous les recommande très très fortement. Donc pour résumer, à qui s'adressait le yoga à l'origine? Il s'adressait principalement aux ascètes, aux personnes qui voulaient se retirer de notre monde et se défaire de tout le matériel que nous possédons aujourd'hui. Je regarde en même temps mon appartement. J'ai un petit appartement, je dis pas beaucoup d'affaires, mais en fait, si on compte, il y a plein de petites choses. et, et, euh, et voilà, ces assets n'avaient quasiment rien, quasiment aucune possession. Ils étaient beaucoup plus zen à ce sujet, puisque forcément, ils risquaient moins de se faire voler des choses qu'ils n'avaient pas. Donc c'est une belle tranquillité d'esprit quand on regarde de ce point de vue-là. Et donc à l'inverse, aujourd'hui, le yoga alors yoga entre guillemets moderne, va plutôt s'adresser à des personnes qui souhaitent se sentir mieux dans leur corps, euh, donc être peut-être plus fort, être plus souple, euh, voilà, corriger des problèmes, par exemple des maux de dos ou des problèmes articulaires, ou bien se sentir mieux au niveau digestif ou au niveau du sommeil. Il y a en fait tout ce côté yoga thérapie a quand même un intérêt très très important aujourd'hui puisque eh bien nous sommes dans une société capitaliste avec beaucoup de publicité, donc beaucoup de sollicitations. Nous sommes très stressés, nous sommes sédentaires. Donc le yoga peut vraiment, vraiment aider, à nouveau le yoga moderne peut vraiment, vraiment aider les personnes à aller mieux tout simplement. Et bien évidemment, le yoga peut aussi régler, ou en tout cas montrer la voie, montrer le chemin pour des personnes qui souffrent de stress et d'anxiété chronique. Donc un des maux de notre siècle. On parle souvent du mal de dos, mais le stress est vraiment, vraiment très très mauvais pour la santé. Et en ça, le yoga peut aider. Alors ça peut être des choses très modernes du yoga, comme les postures, mais tout ce qui concerne des exercices de concentration, et j'en ai pas encore parlé,
tout ce qui concerne la récitation des mantras est vraiment, vraiment bénéfique pour le système nerveux. Ça va venir calmer les pensées, ralentir les pensées, et en pratiquant régulièrement, eh bien, on observe en fait une forme de lâcher prise, de calme permanent qui s'installe. Et pour l'expérimenter moi-même au quotidien, je vois la différence avec les moments où j'ai pu être très 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 stressée, très très angoissée, et aujourd'hui où des événements assez contrariants. Alors je dis pas ah je m'en fous, c'est pas toujours aussi simple, mais il y a une forme de détachement et aussi le fait de s'accrocher beaucoup moins, de laisser couler, et ouais, en fait d'avoir vraiment une acceptation de ce qui se passe, même si c'est négatif, même si sur le moment c'est agaçant. Je pense à la semaine dernière où j'ai eu un rendez-vous pour vendre ma voiture et où le monsieur m'indique ah là il y a un défaut, là il y a un défaut, là il y a un défaut. Des choses que je n'avais absolument pas vues et qui n'étaient absolument pas de mon fait. Bon, quoi faire à part accepter et se dire bon bah c'est comme ça de toute façon. Pourquoi continuer d'y penser? Pourquoi m'énerver? Puisque de toute façon, je ne peux rien faire. Et si je m'accroche à ces pensées négatives, si je rumine sans arrêt, eh bien je vais me faire du mal à moi-même. Et donc, pour revenir au yoga, le yoga, vraiment, aujourd'hui, ce côté yoga-thérapie nous aide à faire le vide dans le mental et à aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je n'ai pas d'autres mots pour l'expliquer, en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, parce que pour être passée par des périodes d'anxiété et de dépression aussi, je sais que le yoga a un impact incroyable, mais incroyable sur le mental, sur le cerveau, sur le système nerveux. Euh, et, euh, et donc voilà, je veux partager au plus grand nombre les nombreux bénéfices avec des pratiques modernes quand il le faut et avec des pratiques beaucoup plus ancestrales et traditionnelles et qui ont fait leurs preuves et qui méritent vraiment que l'on s'y penche. Donc voilà, pour résumer, eh bien, on a parlé du yoga aujourd'hui et de ses racines un petit peu, du fait que le yoga s'adressait principalement aux ascètes qui voulaient mettre fin au cycle de réincarnation de leur âme. Donc ça, bien sûr, ça se passait en Inde, puisque c'est quelque chose qui est très très ancré dans leur culture, dans leur tradition. Et aujourd'hui, on observe un yoga beaucoup plus axé sur le côté physique et qui s'adresse principalement à des personnes qui veulent se sentir bien dans leur peau, dans leur corps et dans leur tête. Donc le yoga a bien bien évolué depuis ces milliers d'années. Et pour ma part, j'espère qu'il évoluera toujours dans le bon sens, puisque il y a des pratiques qui sont dangereuses, il y a des pratiques qui sont un petit peu intrigantes, pour être poli. Mais voilà, si on pratique le yoga dans le respect des traditions et sans malveillance, ça reste quelque chose de magnifique. Et bien voilà pour ce premier épisode de Sadhana Chronique. J'espère que ça t'a éclairé sur les racines du yoga. J'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail sur certains sujets. Et à très vite pour les prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et à très bientôt. Namasté.